en lisant les primatologues, on en vient au fait que les chimpanzés, ça a été quand même une découverte pour moi, les chimpanzés n'ont pas d'instinct sexuel. C'est-à-dire que vous voulez élever des chimpanzés, vous achetez un couple de petits chimpanzés, et puis vous vous dites, quand ils auront 7 ans, ils vont me faire des petits bébés, je vais les revendre, je vais être riche. Eh bien non, ça ne marchera pas. Il n'y a pas d'instinct sexuel. Il n'y a pas d'instinct sexuel, en gros, chez les mammifères supérieurs. Ah, c'est étonnant. Et je me suis dit à ce moment-là, mais j'ai voulu voir du côté des enfants sauvages. Chez l'homme, il est évident que c'est pareil, on ne peut pas avoir d'instinct sexuel. Si les chimpanzés n'en ont pas, ils ont évidemment plus d'instinct que nous. Oui. Et chez les enfants sauvages, on trouve plusieurs caractéristiques. Ils ne pleurent pas, ils ne rient pas, ils n'ont guère de sensation du froid et du chaud. Et en général, ils ne développent pas de sentiments amoureux. Ils n'aiment même pas qu'on les touche. Et ils n'ont pas d'instinct sexuel non plus. Donc, comment on fait les bébés ? Et cette question de comment on fait les bébés, c'est pas la bonne question, puisque j'ai aussi une chose que j'ai découverte dans les revues ethnologiques, c'est le peuple des Na au Tibet, dans la province du Yunnan, qui est tout à fait particulier puisqu'ils ont des familles matriarcales. Oui. C'est-à-dire que chez les Na, il n'y a ni père ni mari. C'est-à-dire que les garçons restent toute leur vie vivre avec leur maman. Ce sont des tanguis, il n'y a que des tanguis. D'accord. Et les enfants ne sont pas faits par les hommes, ils sont engendrés par les esprits. La conclusion à laquelle on arrive, c'est qu'on n'a pas d'instinct génital chez l'être humain, et il n'y a pas d'instinct de couple, puisque les nains ne se mettent pas en couple. Ça se passe dans l'intimité, il y a des rencontres, mais elles sont la nuit, cachées, le matin, les hommes nains rentrent chez maman. Vous avez absence d'universalité du mode familial. On peut avoir des familles monogames, des familles polygames, des familles monoparentales, etc. Et quant aux mœurs en amour, dans l'humanité, on est très très dépourvu d'universalité des mœurs. La seule universalité des mœurs, je vais prendre les termes du grand ethnologue Pierre Desproges. Un grand ethnologue s'il en est. Voilà, donc je dirais, les mœurs universelles dans l'humanité sont de mettre la zizounette dans le pilou-pilou. Mm-hmm. Et il y a une autre chose qui est universelle, c'est la pudeur. Nous, on cache le pudendum, ce qu'on appelle les parties honteuses. Je vais employer ce terme parce qu'il est très très excitant, il est très bon, très sexuel. Donc les parties honteuses, elles sont cachées, et en plus elles sont cachées naturellement, puisqu'on a à cet endroit-là, il y a des poils. Naturellement, il vient des poils. Alors que chez les bonobos ont du poil partout, comme les chimpanzés, etc. Sauf à l'endroit où il y a le pilou-pilou. Mm-hmm. C'est un panneau, quoi. C'est rouge, vif. Donc on est vraiment à l'opposé des animaux de ce côté-là, avec cette pudeur. Le pire, c'est que, j'ai dit tout à l'heure que les chimpanzés n'ont pas d'instinct sexuel, mais pour qu'ils apprennent, il faut qu'ils voient d'autres le faire devant eux. En particulier, leur mère, qui va se faire monter par les autres mâles du groupe. Donc les animaux apprennent en voyant les autres faire, mais ça pose un gros problème chez nous. Je n'ai pas appris comme ça. Non, ça ne se passe pas comme ça, et vous avez une anthropologue française, Yvonne Verdier, qui est allée dans les années 70 en Bourgogne, et qui a interviewé une paysanne, vous imaginez, elle est en train d'arracher la peau du lapin et tout ça. Comment ça c'est, comment elle avait appris, et la paysanne qui lui répond « Oh c'est la Ginette qui me l'a dit vers la fontaine, j'en ai pleuré. » J'en ai pleuré. Voilà. Donc ça veut dire que la paysanne qui a vu les animaux se monter dessus, etc., oui. Il a fallu qu'intervienne la parole, les Ginettes en l'occurrence, qui lui disent comment ça se passe. D'accord. Et ça, c'est obligatoire dans l'humanité. Oui. D'ailleurs, un très joli conte qui n'est pas du tout de Noël, qui est pour les grands, qui s'appelle Daphnis et Chloé, dans lequel, justement, on a un berger et une bergère, et ils ne savent pas comment faire. Daphnis propose peut-être qu'il faut faire comme font les moutons et les chèvres. Chloé lui dit « Ah non, ils ont de la laine sur le dos, etc. Tu vas pas faire, c'est pas possible, moi, c'est pas possible. » Elle a raison. Enfin, oui. Donc,
tout ça va amener à une conception, je dirais, de la sexualité très bestiale. Et ça va être très très fort à la fin du 19e siècle. Et les premiers sexologues sont complètement barrés là-dedans. C'est-à-dire que l'homme, quand il est en amour, dans la sexualité et tout ça, il devient comme une bête. C'est ce qu'il nous raconte. Or, c'est tout à fait faux. Il est fausse. On ne devient pas des bêtes dans l'amour, en particulier, ou alors si on fait l'amour comme demandait qu'on le fasse l'Église au Moyen-Âge. C'est-à-dire, en gros, une fois par mois, le plus rapidement possible, en prenant le moins de plaisir possible. En gros, ça ressemble à la sexualité animale, ça. Oui. Toujours est-il que pour moi, il y a la pudeur, c'est l'axe central sur lequel la sexualité humaine peut se fonder. Mm-hmm. Et puisque c'est quand même vraiment particulier, ce fait qu'elle soit absolument inconnue des êtres animaux et universelle chez l'homme. Oui. Mais cette pudeur, elle n'est pas sexuelle au départ. On apprend la pudeur quand on apprend la propreté, quand on apprend à cacher les parties honteuses. Ce n'est pas le pilou-pilou et oui. C'est là où on fait pipi et caca, dans l'intimité. L'apprentissage de la propreté, l'apprentissage de tout ça va avec l'apprentissage de la pudeur. Oui. Et c'est quand même ce qui est le plus lié. Hein. Et ce qui fait que l'amour sexuel, ça se construit du côté de ce qui est sale, du côté de ce qui est mal. Et quand le doc de Fun Radio disait que ce n'est pas sale, eh bien, moi, j'avais envie de lui donner raison, mais après avoir lu tout ce que j'ai pu lire, je suis obligé de lui donner tort. Non, c'est sale. D'où ça donne l'envie de le voir. Intéressant, comme il dit. D'autant qu'il y a cette excitation qui est caractéristique des mammifères supérieurs, c'est qu'ils ont envie de faire des bêtises. L'homme est un animal qui se met en rang pour aller sur le champ de bataille, mais qui est aussi un animal très désobéissant. Et j'aime prendre l'exemple d'un chat qui veut piquer un bout de saucisson dans l'assiette. Alors, le chat est capable d'attraper une souris dans un magasin de porcelaine sans rien faire tomber, mais dès lors qu'il va falloir qu'il pique un petit bout de saucisson qui est sur la table, il sait qu'il fait mal. Il a le cœur qui bat. Il est comme nous quand on est avec Brigitte Lahaie ou une autre Brigitte. Toujours est-il que c'est cette excitation qui nous fait aimer ça. Vous connaissez Jeanneton et sa faucille. Et vous connaissez la morale Non, allez-y. La morale de cette histoire, la rirette. Ah oui. La morale de cette histoire, c'est que les hommes sont des cochons. Et il y a aussi la morale de cette morale, c'est que les femmes aiment les cochons. C'est que les femmes aiment les cochons. C'est ça, c'est cette espèce d'axe qui va faire que l'excitation va être de s'exciter ensemble à violer l'interdit de la pudeur, deux en général, et de s'en exciter de telle manière que l'on parvient à un orgasme en mettant à contribution ce que n'ont pas les autres animaux. C'est ce gros truc-là qui est le premier organe sexuel de l'homme, c'est le cerveau. Et ça, c'est vrai. Le sexe, ça ne se passe pas principalement là où on l'imagine. Et ça se passe d'abord dans la tête. Voilà. Et principalement même dans la tête. Expliquez-vous dans vos ouvrages, justement. Arnold Gehlen dit que la nature de l'homme, c'est la culture. Et moi, j'ajoute que la nature sexuelle de l'homme, c'est sa culture sexuelle.